J'annonce ma grossesse pendant ta réception. Maman a dit que c'était le moment idéal. C'est ce que ma sœur a dit alors que j'enfilais ma robe de mariée. Quand j'ai protesté, elle a attrapé mon voile et me l'a arraché de la tête. Tais-toi. Cette journée n'est plus à propos de toi. Maman, qui était là, m'a giflé violemment. Laisse ta sœur avoir son moment. Papa m'a tordu le bras dans le dos. Tu souriras et tu feras semblant d'être heureuse quand elle l'annoncera. Ma sœur m'a poussé contre le miroir. Essaie de m'en empêcher et tu verras ce qui se passera. Je n'ai ni pleuré ni riposté. J'ai simplement envoyé un seul mot par texto à ma témoin. Quand ma sœur s'est levée pendant la réception pour faire son annonce, s'emparant du micro, ma meilleure amie est arrivée la première et l'a plaquée au sol. Ce qu'elle a révélé sur ma sœur a réduit toute la salle au silence. Le matin de mon mariage aurait dû être rempli de joie. Au lieu de cela, il est devenu le jour où j'ai enfin compris qui était vraiment ma famille. Je me tenais dans la suite nuptiale de l'hôtel, lissant la dentelle ivoire de ma robe. Il m'avait fallu des mois pour trouver cette robe, et me voir dedans rendait tout cela si réel. Dans quelques heures, j'allais épouser James, l'homme qui m'avait montré à quoi ressemblait le véritable amour. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tendais la main vers mon voile, le tulle délicat s'écoulant entre mes doigts comme de l'eau. La porte s'est ouverte brusquement, sans qu'on frappe. Ma sœur, Véronica, est entrée en trombe, suivie de près par notre mère, Catherine, et notre père, Ronald. Quelque chose dans leurs expressions a fait chuter mon estomac. Véronica arborait un sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux, le genre de sourire qu'elle avait toujours avant de lâcher une bombe. Nous devons parler de la réception, annonça Véronica en posant les deux mains sur ses hanches. Je me suis retournée pour leur faire face, tenant toujours mon voile. Qu'y a-t-il ? Tout est prévu depuis des mois. Le sourire de Véronica s'est élargi. J'annonce ma grossesse pendant ta réception. Maman a dit que c'était le moment idéal. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je l'ai dévisagé, certaine d'avoir mal entendu. Tu quoi ? Tu m'as entendu, dit-elle en se rapprochant. Je suis enceinte de 3 mois et ce soir est l'occasion parfaite de partager la nouvelle avec toute la famille. Tout le monde sera là de toute façon. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme, le visage rayonnant d'excitation. N'est-ce pas merveilleux ? Ton père et moi allons être grands-parents. Je les ai regardés tous les trois, cherchant un signe que ce n'était qu'une sorte de mauvaise blague. Véronica, c'est le jour de mon mariage. Tu ne peux pas sérieusement penser qu'il est approprié de faire une annonce de grossesse à ma réception. Son expression s'est durcie instantanément. Pourquoi pas ? Ce n'est qu'une fête. Ne sois pas si égoïste. Égoïste ? Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Je voulais que le jour de mon propre mariage soit consacré à mon mariage. Égoïste ? Mon père s'est approché, sa voix basse et menaçante. Surveille ton ton. Ta sœur a une nouvelle excitante. Et la famille célèbre ensemble. Je me suis tournée vers ma mère, espérant un peu de soutien. Maman, s'il te plaît. Tu comprends pourquoi ce n'est pas bien, n'est-ce pas ? C'est censé être le jour spécial de James et moi. Le visage de Catherine s'est crispé d'irritation. Arrête de faire ton cinéma. La nouvelle de Véronica est importante, et franchement, ton mariage reçoit déjà plus d'attention qu'il n'en mérite. Tu devrais être heureuse de partager les feux des projecteurs avec ta sœur pour une fois. Ces mots m'ont blessée plus que je ne l'aurais cru. J'avais passé toute ma vie à regarder mes parents aduler Véronica tout en me traitant comme une roue de secours. Elle était l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais simplement la fille de rechange qui existait pour la mettre en valeur par comparaison. Je ne partage pas la réception de mon mariage, ai-je dit fermement, fixant le voile sur mes cheveux avec des mains tremblantes. Si Véronica veut annoncer sa grossesse, elle peut le faire littéralement n'importe quand. Elle peut organiser sa propre fête le week-end prochain. Mais ce soir, c'est à propos de James et moi. Le visage de Véronica est devenu rouge. Elle a traversé la pièce en 3 pas rapides et a attrapé mon voile, me l'arrachant de la tête si violemment que les épingles ont déchiré mes cheveux. Tais-toi.
Cette journée n'est plus à propos de toi. J'ai eu un hoquet, tendant la main vers le voile, mais elle le tenait hors de portée. Le tissu délicat s'est légèrement déchiré dans sa poigne, et j'ai senti des larmes monter à mes yeux. Pas de tristesse, mais de pure rage face à l'audace de ses actes. Avant que je puisse répondre, la main de ma mère a heurté ma joue dans une gifle cinglante qui a résonné dans la pièce. La force du coup a fait basculer ma tête sur le côté, et j'ai senti le goût du sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma bouche. « Laisse ta sœur avoir son moment », a crié Catherine, son doigt pointé vers mon visage. « Tu as toujours été jalouse de Véronica, et j'en ai assez. Pour une fois dans ta vie, pense à quelqu'un d'autre que toi-même. » J'ai pressé ma main contre ma joue brûlante, regardant ma mère avec incrédulité. Elle avait toujours favorisé Véronica, mais elle ne m'avait jamais frappé auparavant. La douleur physique n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle de réaliser que ma propre mère se souciait si peu de mon bonheur. Ronald m'a attrapé le bras, le tordant dans mon dos avec assez de force pour me faire crier. Son souffle était chaud contre mon oreille tandis qu'il parlait. Tu souriras et tu feras semblant d'être heureuse quand elle l'annoncera. Tu la féliciteras avec enthousiasme. Tu feras tout comme il faut ou je te promets que tu le regretteras. Tu me comprends ? Des larmes coulaient sur mon visage, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer complètement. Tu me fais mal. Réponds à la question, a-t-il grogné, tordant mon bras plus fort. Je comprends, ai-je murmuré, car quel autre choix avais-je ? Il m'a relâché en me poussant, ce qui m'a fait trébucher. Je me suis rattrapée au bord de la coiffeuse, mon reflet montrant une joue rouge, des cheveux en désordre et des yeux remplis de larmes. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, et ma propre famille l'avait transformé en cauchemar avant même le début de la cérémonie. Véronica s'est avancée devant moi, tenant toujours mon voile en ruine. Elle m'a poussé violemment contre le miroir, et j'ai senti une légère fissure sous l'impact. Essaie de m'en empêcher et tu verras ce qui se passera. Je ferai une scène comme tu n'en as jamais imaginé. Je dirai à tout le monde que tu es une sorcière égoïste et jalouse qui ne supporte pas de me voir heureuse. Je gâcherai tout ton mariage, et maman et papa me soutiendront. N'est-ce pas ? Absolument, a confirmé Catherine en croisant les bras. Tu n'es pas raisonnable, et si tu causes des problèmes, nous nous assurerons que tout le monde le sache. Je les ai regardés tous les trois, unis dans leur détermination à détourner mon mariage au profit de Véronica. Quelque chose a changé en moi. La blessure et la trahison se sont cristallisées en une détermination froide et claire. Très bien, ai-je dit doucement en me redressant. Faites ce que vous voulez. Les yeux de Véronica se sont plissés, méfiants. Quoi ? J'ai dit, très bien. Annonce ta grossesse. Je m'en fiche maintenant. Ma mère a souri triomphalement. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Tu apprends enfin à être une bonne sœur. Ils ont quitté la pièce, emportant mon voile déchiré avec eux comme un trophée. Dès que la porte s'est fermée, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient maintenant stables. Toutes les larmes s'étaient taries. J'ai ouvert mes messages et trouvé la conversation avec Taylor, ma témoin et meilleure amie depuis l'université. J'ai tapé un seul mot, exécution. Sa réponse est venue immédiatement, j'arrive. J'ai posé le téléphone et me suis regardée dans le miroir fissuré. Ma joue était toujours rouge et mes cheveux étaient en désordre sans le voile, mais mes yeux étaient durs et concentrés. J'avais su que ce moment pourrait arriver, c'est pourquoi je m'y étais préparée. 3 mois plus tôt, lorsque Véronica avait mentionné nonchalamment être enceinte lors d'un dîner de famille, j'avais vu la façon dont les yeux de ma mère s'étaient illuminés. Je l'avais regardée se pencher pour murmurer quelque chose à Véronica, et j'avais vu l'expression calculatrice de ma sœur alors qu'elle hochait la tête. Même à ce moment-là, je savais qu'elle préparait quelque chose. Alors, j'avais demandé à Taylor de faire quelques recherches. Elle travaillait comme détective privée, et elle me devait plusieurs faveurs au fil des ans. Ce qu'elle a trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Véronica n'était pas enceinte. Elle n'avait jamais été enceinte. Tout cela était un mensonge conçu pour voler l'attention à mon mariage et peut-être pour manipuler son mari, Nathan, afin qu'il lui donne plus d'argent ou reste dans leur mariage en difficulté.
Taylor avait obtenu des dossiers médicaux, des messages textes, et même des photos de Veronica buvant et faisant la fête alors qu'elle était censée être dans son premier trimestre. Mais ce n'était pas tout. Taylor avait découvert autre chose. Quelque chose de si explosif que je n'y avais presque pas cru quand elle me l'avait dit pour la première fois. Veronica avait une liaison depuis plus d'1 an avec l'associé de Nathan. Elle avait détourné de l'argent de l'entreprise de Nathan pour financer des voyages somptueux avec son amant. Elle avait même essayé de faire accuser Nathan d'irrégularité financière pour couvrir ses propres traces. J'avais gardé cette information comme une arme chargée, espérant ne pas avoir à l'utiliser. Une partie de moi voulait croire que ma famille n'irait pas jusqu'à saboter mon mariage. Mais j'aurais dû mieux les connaître. J'ai passé l'heure suivante à me recoiffer et à me maquiller, empruntant un simple peigne à la place du voile. Quand j'ai descendu l'allée, je me suis concentrée uniquement sur le visage de James. Ses yeux se sont écarquillés d'inquiétude quand il m'a vue sans voile, mais je lui ai fait un petit sourire qui disait que nous parlerions plus tard. La cérémonie était magnifique malgré tout. Et pendant ces précieuses minutes, j'ai oublié la trahison de ma famille. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes, et chaque table était décorée avec les fleurs que j'avais personnellement choisies. La pièce était remplie de gens que j'aimais, d'amis et de membres de la famille élargie qui étaient venus célébrer avec nous. James et moi avons eu notre première danse, avons coupé le gâteau, et je me suis forcée à sourire tout au long, gardant un œil sur Veronica. Elle était assise à la table familiale, rayonnante d'anticipation. Mes parents l'encadraient comme des gardes du corps, et Nathan était assis à côté d'elle, l'air fatigué et vaincu. Je me demandais s'il était au courant de la liaison, ou s'il était simplement épuisé de gérer les drames constants de Veronica. Le dîner a été servi et les discours ont commencé. Le meilleur ami de James a porté un toast amusant sur notre rencontre. Ma colocataire de l'université a partagé des histoires embarrassantes qui ont fait rire tout le monde. Puis, pendant une brève accalmie, Veronica s'est levée. Elle a lissé sa robe et a tendu la main vers le microphone qui se trouvait encore sur la scène après les discours précédents. Son sourire était radieux, sa posture confiante. Elle ressemblait à quelqu'un sur le point de partager la plus merveilleuse des nouvelles. « Excusez-moi, tout le monde », a-t-elle appelé en tapotant le micro. « Si je pouvais avoir votre attention un instant. » La salle s'est tue et tous les yeux se sont tournés vers elle. J'ai vu le visage de ma mère s'illuminer de fierté. Mon père s'est adossé à sa chaise avec un sourire satisfait. Il pensait avoir gagné. Veronica a ouvert la bouche pour parler, mais avant qu'un mot ne puisse sortir, Taylor a traversé la salle de bal en courant. Elle était grande et athlétique, et elle se déplaçait avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui s'était entraîné pour exactement ce genre de moment. Elle a percuté Veronica avec la force d'un linebacker, la plaquant au sol avant qu'elle ne puisse émettre un son. Le microphone a volé, atterrissant avec un crissement aigu de Larsen. Veronica a hurlé alors qu'elles tombaient ensemble, et toute la salle a éclaté en hoquets de surprise et en cris. « Qu'est-ce que tu fais » a hurlé Veronica, essayant de repousser Taylor. « Lâche-moi. Que quelqu'un appelle la sécurité. » Taylor s'est relevé, a épousseté sa robe et a ramassé le microphone tombé. Son expression était calme et professionnelle alors qu'elle faisait face à la foule stupéfaite. Je m'excuse pour cette entrée spectaculaire, mais c'était nécessaire. Je m'appelle Taylor Morrison, et je suis une détective privée agréée. J'ai des informations sur lesquelles cette femme était sur le point de vous mentir à tous, et je ne pouvais pas laisser cela se produire. Ma mère s'est levée d'un bond. C'est scandaleux. Vous avez agressé ma fille. Asseyez-vous, Catherine, dit froidement Taylor. À moins que vous ne vouliez que tout le monde sache que vous aidez Veronica à planifier cette fausse annonce de grossesse depuis des mois. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Veronica s'est relevée en titubant, les cheveux en désordre et la robe déchirée. Elle ment. Je suis enceinte. Dis-leur, maman. Taylor a sorti un dossier de son sac, qu'elle avait apparemment apporté avec elle à la réception. Elle l'a ouvert et a brandi plusieurs documents. Ce sont des dossiers médicaux de 3 médecins différents que Veronica a consultés le mois dernier. Aucun d'entre eux ne montre le moindre signe de grossesse.
En fait, l'une de ces visites était spécifiquement pour un renouvellement de contraceptifs. Des murmures parcoururent la foule. Nathan se leva lentement, le visage pâle. De quoi parle-t-elle, Véronica? Elle ment, insista Véronica, mais sa voix avait perdu son assurance. Ces dossiers sont faux. Elle les a falsifiés. Taylor sourit sombrement. J'ai aussi des messages textes entre Véronica et Catherine discutant de la fausse annonce de grossesse. Laissez-moi lire quelques extraits. Maman, j'ai hâte de voir sa tête quand je lui volerai la vedette. Et la réponse de Catherine, elle a déjà eu assez d'attention. Cela te remettra à ta place, au centre de tout. Dois-je continuer? Ma mère a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Ronald était devenu complètement immobile, son visage rouge de colère ou d'embarras. Je ne pouvais pas dire lequel. Mais Taylor n'avait pas fini. Elle a sorti d'autres papiers, et sa voix s'est durcie. Ce n'est pas tout. Véronica a une liaison avec Lucas Kennedy, l'associé de Nathan, depuis 14 mois. Elle détourne de l'argent de l'entreprise de Nathan, Silverstone Investment, pour financer des voyages avec son amant. Plus de 200 000 $ ont été volés, et Véronica a tenté de faire accuser Nathan du vol en plaçant de faux documents dans son bureau. La salle a explosé. Tout le monde a commencé à parler en même temps, les voix s'élevant sous le choc et l'indignation. Nathan a reculé, se rattrapant à une chaise. Son visage était passé de pâle à gris, et il avait l'air sur le point d'être malade. « Tu as fait quoi ?» a-t-il murmuré en fixant Véronica. Elle a reculé, secouant la tête frénétiquement. « Non, Nathan, je peux expliquer. » Elle invente tout. Ce ne sont que des mensonges. Taylor a brandi un autre document. J'ai des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des photos et des appels téléphoniques enregistrés. Tout est documenté et vérifié. J'ai déjà remis des copies à la police et à l'avocat de Nathan. La seule raison pour laquelle Véronica n'est pas menottée en ce moment est que Nathan a demandé du temps pour digérer cela avant de porter plainte. L'avocat de Nathan s'est levé d'une des tables, hochant la tête d'un air sombre. Tout est vrai. Nous enquêtions discrètement depuis 6 semaines, attendant d'avoir suffisamment de preuves pour monter un dossier solide. Le visage de Véronica s'est décomposé. Elle s'est tournée désespérément vers nos parents. Maman, papa, faites quelque chose. Faites-les arrêter. Mais Catherine et Ronald fixaient tous deux le sol, incapables ou refusant de croiser le regard de quiconque. Toute la salle les regardait, attendant une sorte d'explication ou de défense. Aucune ne vint. James est apparu à mes côtés, prenant ma main. Il s'est penché pour me murmurer à l'oreille. Étais-tu au courant de tout ça? Je savais pour la fausse grossesse, ai-je admis doucement. Taylor a découvert le reste en enquêtant le dessus. J'allais te le dire après la lune de miel. Il a serré ma main. Je suis désolé que ta famille t'ait fait ça. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme qui avait choisi de m'aimer malgré le chaos qui accompagnait ma famille. Je ne suis plus désolé. Je suis libre. Taylor a tendu le microphone à l'un des serveurs et s'est approché de nous. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. C'était comment, comme discours de témoin? Malgré tout, j'ai ri. C'était bon, comme relâcher une pression qui s'était accumulée pendant des années. C'était parfait. Véronica a essayé de s'enfuir vers la porte, mais l'avocat de Nathan l'a interceptée. Nous devons parler, Véronica. Maintenant. Nathan les a suivis, marchant comme un homme dans un rêve. Plusieurs invités les ont accompagnés, voulant probablement offrir leur soutien ou simplement entendre plus de détails. Le reste de la foule a lentement repris ses conversations, bien que tout le monde était clairement encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Mes parents se sont approchés de notre table. Le visage de Catherine était strié de larmes, et Ronald paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Tu as planifié ça, dit-il, la voix creuse. Tu as délibérément humilié ta sœur à ton propre mariage. » Non, l'ai-je corrigé. Véronica a prévu de m'humilier. Je me suis juste assuré que la vérité éclate avant qu'elle ne puisse raconter d'autres mensonges. Il y a une différence.
Catherine a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. J'ai secoué la tête. Maman, elle n'allait pas seulement annoncer une fausse grossesse. Taylor a trouvé des preuves que Véronica planifiait ça depuis des mois. Elle allait prétendre attendre des jumeaux, puis dire plus tard qu'elle les avait perdus juste pour garder l'attention le plus longtemps possible. Elle allait exploiter la sympathie de tout le monde tout en volant de l'argent à son mari et en couchant avec son associé. Voilà qui est vraiment ton enfant prodige. La mâchoire de Ronald s'est crispée. Tu es toujours notre fille. Nous méritons un peu de respect. Du respect? Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Tu m'as tordu le bras dans le dos ce matin. Maman m'a giflé. Véronica a déchiré mon voile. Vous m'avez tous menacé pour vous assurer que je coopérerais à votre plan pour ruiner mon mariage. Où était le respect à ce moment-là? Aucun d'eux n'avait de réponse. Les larmes de Catherine coulaient plus vite, mais je ne ressentais rien. Ni culpabilité, ni sympathie, juste un étrange sentiment de soulagement de ne plus avoir à prétendre que nous étions une famille normale et aimante. Je pense que vous devriez partir, dit doucement James, son bras autour de mes épaules. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Ils sont partis sans un mot de plus, suivant le sillage de Véronica. Je les ai regardés s'éloigner et me suis sentie plus légère à chaque pas qu'ils faisaient vers la porte. Le reste de la réception a continué, bien qu'avec une énergie très différente de celle prévue initialement. De nombreux invités sont venus offrir leur soutien, s'excuser pour le comportement de ma famille, ou dire qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec Véronica. Les parents de James étaient horrifiés et n'arrêtaient pas de s'excuser comme s'ils étaient en quelque sorte responsables. Je leur ai assuré que ce n'était pas le cas, que cela couvait depuis des années. Taylor est resté à mes côtés, répondant aux questions des invités curieux et s'assurant que j'allais bien. Je suis désolée si je suis allée trop loin, dit-elle lors d'un moment de calme. Mais quand tu as envoyé « exécution », j'ai supposé que tu voulais le package complet. Tu as été parfaite, l'ai-je assuré. Merci d'être la sœur que j'aurais dû avoir. Elle m'a serré fort dans ses bras. Toujours. Le photographe de mariage, qui avait capturé toute la scène dramatique, a proposé de supprimer les photos de l'interpellation de Véronica si je le souhaitais. Je lui ai dit de les garder. Elle faisait maintenant partie de mon histoire, la preuve que je m'étais enfin défendue. Au fil de la soirée, l'ambiance est progressivement revenue à la célébration. Quelqu'un a mis de la musique entraînante et les gens ont recommencé à danser. James et moi nous sommes joints à eux, et pour la première fois de la journée, je me suis sentie vraiment heureuse. La tentative de ma famille de saboter mon mariage avait échoué de manière spectaculaire, et leur vraie nature avait été exposée aux yeux de tous. Vers minuit, alors que la réception touchait à sa fin, Nathan est revenu. Il avait l'air épuisé, mais en quelque sorte plus solide, comme si un poids avait été levé. Il nous a trouvés, James et moi, près de la table des desserts. Je te dois des excuses, dit-il, la voix rauque. J'aurais dû voir ce que Véronica faisait. J'aurais dû te protéger de ses manipulations. J'ai secoué la tête. Tu es aussi une victime ici, Nathan. Véronica nous a tous trompés pendant longtemps. Il a hoché lentement la tête. Mon avocat dépose la demande de divorce demain. La police enquête sur le détournement de fonds. Je voulais que tu saches que je ne vais pas la laisser s'en tirer avec ce qu'elle nous a fait à tous les deux. Bien, ai-je dit simplement. Tu mérites mieux qu'elle. Après son départ, James et moi sommes restés au centre de la salle de bal, entourés de pétales de fleurs éparpillées et de coupes de champagne abandonnées. Les guirlandes lumineuses scintillaient toujours et une musique douce jouait depuis les haut-parleurs. Cela ressemblait à la fin d'un film romantique, à l'exception de la chaise renversée où Véronica avait été plaquée. « Comment vas-tu, vraiment ?» demanda James, écartant une mèche de cheveux de mon visage. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je suis triste que les choses en soient arrivées là. Je suis en colère contre la façon dont ils m'ont traité, mais surtout, je suis soulagée. Je n'ai plus à prétendre que nous sommes une famille heureuse. Je n'ai plus à trouver d'excuses pour leur comportement ou à espérer qu'ils changeront. C'est fini, et c'est bien comme ça. Il m'a embrassé sur le front.
Je t'aime et je te promets que tu n'auras plus jamais à les affronter seul. Nous sommes partis en lune de miel le lendemain matin. Pendant notre absence, mon téléphone a explosé de messages de divers membres de la famille, d'amis et même de quelques journalistes qui avaient eu vent de l'histoire. Apparemment, quelqu'un au mariage avait enregistré le discours de Taylor et l'interpellation de Veronica, et c'était devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo avait des millions de vues. Les commentaires allaient du soutien à l'horreur en passant par un amusement sombre. Une annonce de fausse grossesse se fait plaquer par une détective privée était en tendance sur plusieurs plateformes. La liaison et le détournement de fonds de Veronica étaient devenus publics, disséqués par des inconnus sur Internet qui ne nous avaient jamais rencontrés. Ma mère a envoyé une série de textos de plus en plus désespérés me suppliant de faire une déclaration publique pour défendre Veronica, pour prétendre que Taylor avait menti, afin d'aider à restaurer la réputation de la famille. J'ai bloqué son numéro. Mon père a essayé d'appeler depuis différents téléphones, laissant des messages vocaux furieux sur la façon dont j'avais détruit la famille et regretterait mes actions. J'ai bloqué ses numéros aussi. Le seul membre de la famille avec qui j'ai maintenu le contact était ma tante Linda, la sœur de mon père, qui avait toujours été gentille avec moi. Elle a envoyé un court message, fière que tu te sois enfin défendue. Tes parents et Veronica ont fait leur choix. Tu méritais mieux. Nathan a demandé le divorce et a porté plainte pour détournement de fonds. Le procès a été brutal, selon les mises à jour que j'ai reçues d'amis communs. Veronica a tenté de clamer son innocence, que Nathan l'avait poussée au désespoir, que j'avais tout orchestré par jalousie. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves étaient accablantes, et ces mensonges n'ont fait qu'empirer les choses. Les procédures judiciaires se sont étendues sur 9 mois, chaque développement plus choquant que le précédent. Taylor m'a tenu informé des principales mises à jour, bien que j'ai essayé de garder mes distances pour ma propre santé mentale. Pendant la phase de découverte, les avocats de Nathan ont découvert des preuves supplémentaires que Veronica avait prévu de vider leur compte joint et de disparaître avec Lucas Kennedy. Ils ont trouvé des emails discutant d'un déménagement au Costa Rica, de fausses demandes de passeport et des relevés de virements montrant de l'argent acheminé vers des comptes offshore. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'apprendre que Veronica avait créé un récit entièrement faux de sa vie. Elle avait dit à Lucas que Nathan était abusif et contrôlant, qu'elle était piégée dans un mariage sans amour, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le voler parce qu'il surveillait chaque centime qu'elle dépensait. Rien de tout cela n'était vrai. Nathan lui avait donné libre accès à leur compte, avait soutenu chacun de ses passe-temps coûteux, lui avait fait entièrement confiance. Elle avait trahi cette confiance méthodiquement et sans remords. L'accusation a présenté des preuves que Veronica avait volé non seulement à l'entreprise, mais aussi à Nathan personnellement. Elle avait emporté des héritages familiaux dans des prêteurs sur gage, vendu les bijoux de sa mère décédée, et même tenté de réhypothéquer leur maison à son insu. La maison que Nathan avait héritée de sa grand-mère a failli être perdue à cause de ses signatures falsifiées sur des documents de prêt. Pendant le procès, plusieurs témoins de moralité se sont présentés. Des gens que je n'avais jamais rencontrés qui avaient leurs propres histoires sur les manipulations de Veronica. Une ancienne colocataire de l'université a témoigné que Veronica lui avait volé son petit ami en prétendant être enceinte de son enfant, puis avait admis plus tard qu'elle avait menti après la fin de la relation. Un associé a révélé que Veronica avait essayé de la convaincre que Nathan détournait des fonds de sa propre entreprise, tentant probablement de mettre en place un récit alternatif au cas où elle se ferait prendre. Mes parents ont assisté à chaque jour du procès, assis au premier rang derrière la table de la défense de Veronica. Ils lançaient des regards noirs à Nathan, au procureur, à quiconque témoignait contre leur fille. Lors d'un témoignage particulièrement accablant d'un comptable judiciaire qui a détaillé exactement comment Veronica avait déplacé l'argent à travers des sociétés écrans, ma mère s'est levée et a crié que tout le monde mentait. Le juge a menacé de la faire expulser de la salle d'audience. Catherine et Ronald ont essayé de payer les coûteux avocats de la défense de Veronica, épuisant leurs économies de retraite dans le processus. Ils ont hypothéqué leur maison, vendu leur voiture pour un modèle moins cher, et même lancé une campagne de financement participatif affirmant que Veronica était victime d'un complot. La campagne a recueilli moins de 3 000 $ avant d'être fermée pour violation des conditions d'utilisation de la plateforme concernant les affaires criminelles.
J'ai reçu des dizaines de messages de membres de la famille me demandant d'intervenir, de dire au procureur d'abandonner les charges, de convaincre Nathan de faire preuve de clémence. Ma cousine Julia a envoyé un email particulièrement dur m'accusant de détruire la famille par jalousie mesquine, affirmant que je devrais avoir honte de ne pas soutenir Véronica dans son moment de besoin. J'ai répondu par une seule phrase, elle a essayé de ruiner mon mariage avec une fausse annonce de grossesse, et c'était avant que nous ne soyons au courant de la liaison et du vol. Julia n'a jamais répondu. L'attention des médias s'est intensifiée à mesure que le procès avançait. Les chaînes de télévision locales ont couvert l'histoire, la présentant comme une mise en garde sur les réseaux sociaux, la dynamique familiale et la criminalité en col blanc. Quelques journalistes ont essayé de me contacter pour des interviews, mais j'ai décliné chaque demande. C'était l'histoire de Nathan à raconter, pas la mienne. J'avais déjà exposé ce qui devait l'être le jour de mon mariage. Lucas Kennedy a accepté un accord de plaider coupable pour témoigner contre Véronica. Il a admis qu'elle avait initié la liaison, qu'elle lui avait dit que Nathan ne remarquerait pas l'argent manquant, qu'elle avait promis qu'ils s'enfuiraient ensemble une fois qu'ils auraient accumulé assez d'argent. Son témoignage a été dévastateur car il a éliminé toute possibilité pour Véronica de prétendre à la coercition ou à la manipulation. Elle avait été l'architecte de sa propre chute. Le jour du verdict est arrivé fin octobre, 18 mois après mon mariage. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de membres des deux familles. Nathan était assis avec ses avocats, l'air fatigué mais résolu. Mes parents étaient assis derrière Véronica, se tenant la main et pleurant ouvertement. Je n'étais pas là en personne, mais Taylor y a assisté et m'a fait un compte rendu complet par la suite. La juge était une femme sévère d'une 60aine d'années, réputée pour ses peines sévères dans les affaires de criminalité en col blanc. Elle a écouté l'appel larmoyant de Véronica à la clémence, dans lequel Véronica affirmait avoir fait des erreurs mais méritait une seconde chance. La juge a ensuite passé 20 minutes à détailler exactement pourquoi les crimes de Véronica étaient particulièrement graves, citant la rupture de la confiance conjugale, la nature calculée du vol et le manque total de remords démontrés tout au long du procès. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds et de fraude, condamnée à 3 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Lucas Kennedy, son amant, a perdu son poste dans l'entreprise et a fait face à ses propres ennuis judiciaires pour l'avoir aidé à cacher l'argent volé. Nathan a obtenu la pleine propriété de leurs biens lors du divorce, bien qu'il ne restait pas grand-chose après les dépenses excessives de Véronica. La peine aurait pu être plus longue, mais Nathan avait écrit une lettre au tribunal demandant la clémence malgré tout ce que Véronica lui avait fait. Il a écrit qu'il ne voulait pas la vengeance, mais la justice, et la capacité d'avancer dans sa vie. La juge a pris cela en considération pour déterminer la durée de la peine. Après le verdict, mes parents ont essayé d'organiser une réunion de famille pour discuter de la manière d'avancer en tant qu'unité. L'invitation par email a été envoyée à tous les parents, y compris moi. Elle était remplie de langage sur le pardon, sur le fait que les familles restent unies dans les moments difficiles, sur la nécessité pour nous tous de soutenir Véronica pendant son incarcération. Le message ne faisait aucune mention de ses crimes, du procès ou de la montagne de preuves de sa culpabilité. C'était comme s'il s'attendait à ce que tout le monde fasse comme si rien ne s'était passé. Tante Linda a été la première à répondre, sa réponse étant envoyée à toute la liste de diffusion. Elle a écrit qu'elle n'assisterait à aucune réunion qui l'obligerait à prétendre que Véronica était innocente, qui encouragerait le déni de ses parents ou qui exigerait quoi que ce soit de moi après ce que j'avais enduré. Plusieurs autres parents ont rapidement suivi avec des réponses similaires. La réunion n'a jamais eu lieu. Le statut social de mes parents dans leur communauté s'est effondré. Catherine avait été active dans plusieurs organisations caritatives et clubs sociaux, mais la plupart lui ont discrètement demandé de se retirer des postes de direction. Le scandale était trop grand, la publicité trop intense. Les associés de Ronald se sont distancés, craignant d'être associés à une famille impliquée dans une affaire criminelle aussi médiatisée. Ils ont vendu leur maison à perte et ont déménagé dans une plus petite ville à 2 heures de route, où moins de gens connaissaient leur histoire. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils ont continué à insister sur le fait que j'avais surréagi, que j'aurais dû gérer les choses en privé, que l'étalage des problèmes familiaux en public était impardonnable.
Ils ont dit aux parents que j'étais vindicative et cruelle, que j'avais toujours été jalouse de Véronica, que toute la situation était en quelque sorte de ma faute. Mais le reste de la famille savait mieux. Ils avaient vu la vidéo, entendu les preuves de Taylor et étaient témoins du comportement de mes parents au mariage. Un par un, des membres de la famille élargie m'ont contacté pour s'excuser d'avoir favorisé le favoritisme au fil des ans, de ne pas avoir parlé quand ils voyaient comment j'étais traitée, d'avoir supposé que j'exagérais quand j'essayais d'expliquer. Il a fallu du temps pour guérir de tout cela. James et moi avons suivi une thérapie de couple, non pas parce que nous avions des difficultés, mais parce que nous voulions des outils pour construire un mariage sain qui ne ressemblait en rien au dysfonctionnement de ma famille. J'ai aussi suivi une thérapie individuelle pour traiter des années d'abus émotionnels et de manipulation. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que ce que ma famille avait fait allait bien au-delà de la simple rivalité fraternelle ou du favoritisme parental. Leur comportement constituait un schéma d'abus émotionnel et psychologique conçu pour me garder docile et pour élever Véronica à mes dépens. La violence physique le jour de mon mariage n'était que le point culminant d'années de violation de mes limites. Apprendre à fixer des limites a été difficile. Au début, je me sentais coupable de couper le contact avec mes parents, de refuser de rendre visite à Véronica en prison, de décliner les invitations aux événements familiaux où il serait présent. Mais lentement, la culpabilité s'est estompée et a été remplacée par la paix. J'ai construit une nouvelle famille, basée sur le respect mutuel et l'amour sincère. Les parents de James sont devenus les figures parentales dont j'avais toujours eu besoin. Taylor est restée ma meilleure amie et ma sœur à tous points de vue. J'ai renoué avec des cousins, des tantes et des oncles qui avaient été tenus à distance pendant mon enfance parce que Véronica les trouvait ennuyeux ou que mes parents pensaient qu'ils étaient de mauvaises influences. 2 ans après le mariage, James et moi avons eu notre premier enfant, une fille que nous avons nommée Grace. Nous avons débattu de l'opportunité d'informer mes parents de sa naissance, mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire. Ils avaient fait leur choix, et nous faisions les nôtres. Grace grandirait entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, sans condition ni favoritisme. Tante Linda a été l'une des premières personnes à visiter l'hôpital, apportant des fleurs et des larmes de joie. Elle est magnifique, a-t-elle murmuré en tenant Grace avec précaution. Et elle a de la chance de t'avoir comme mère. J'ai pensé à ma propre mère, à la façon dont Catherine avait choisi Véronica plutôt que moi, encore et encore, même face à des preuves indéniables de qui était vraiment son enfant prodige. J'ai regardé le petit visage de ma fille et j'ai fait la promesse silencieuse que je ne la ferai jamais concourir pour mon amour, que je ne sacrifierai jamais son bonheur pour l'ego de quelqu'un d'autre, que je la protégerai comme j'aurais dû être protégée. Ces premiers mois avec Grace ont été transformateurs d'une manière que je n'avais pas anticipée. Chaque étape qu'elle franchissait me faisait réfléchir à ma propre enfance, à la façon dont mes parents m'avaient traité par rapport à la façon dont ils avaient adulé Véronica. Je me suis souvenu d'avoir 5 ans et de rapporter un dessin de la maternelle, si fière de la maison colorée et du soleil souriant que j'avais créé. Ma mère y avait jeté un coup d'œil pendant peut-être 2 secondes avant de se retourner pour aider Véronica avec ses devoirs, me disant de le mettre moi-même sur le réfrigérateur. Les œuvres d'art de Véronica avaient toujours la meilleure place, accompagnées d'éloges excessifs et parfois même encadrés. Quand Grace a souri pour la première fois, James et moi avons tous les deux pleuré de joie. Nous avons pris des dizaines de photos, appelé ses parents immédiatement et célébré comme si c'était une fête nationale. C'était à cela que l'amour parental était censé ressembler, ai-je réalisé. De l'enthousiasme pour les accomplissements de votre enfant, aussi petit soit-il. Un délice sincère pour leur existence. Pas de conditions, pas de comparaison, pas de compétition. James et moi avons pris une décision consciente sur la manière de gérer les vacances et les réunions de famille. Nous avons créé nos propres traditions au lieu d'essayer de partager le temps entre les familles comme le font de nombreux couples. Le matin de Noël, c'était juste nous, des pancakes en pyjama et l'ouverture des cadeaux près du sapin. Nous avons organisé Thanksgiving chez nous, invitant les parents de James, tante Linda, Taylor et quelques amis proches. Les réunions étaient plus petites mais infiniment plus chaleureuses que les dîners de famille tendus que j'avais endurés en grandissant. Le premier Thanksgiving après la naissance de Grace, tante Linda m'a prise à part alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dessert. Ta mère m'a appelé la semaine dernière, dit-elle doucement, s'assurant que nous étions seuls.
Elle voulait que je te convainque d'amener le bébé lui rendre visite. Ma main s'est immobilisée sur la pâte à tarte que j'étalais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'après ce qu'elle t'a fait, elle avait de la chance que tu parles encore à des parents qui partagent son nom de famille. Linda a serré mon épaule. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle méritait de rencontrer sa petite fille. Que la famille, c'est la famille. Je lui ai rappelé qu'elle t'avait giflé le jour de ton mariage et t'avait tordu le bras quand tu avais protesté contre leur plan. Elle m'a raccroché au nez. J'ai repris l'étalement de la pâte, me concentrant pour la rendre parfaitement uniforme. Penses-tu que je suis trop dure? En tenant Grace loin d'eux? Linda a secoué la tête fermement. Absolument pas. Ces gens ne se sont pas excusés, n'ont pas pris leurs responsabilités et n'ont montré aucun signe de changement. Pourquoi exposerais-tu ta fille à cela? Pour qu'elle les regarde jouer aux favoris si tu as un autre enfant? Pour qu'elle apprenne que l'abus émotionnel est un comportement familial normal? Tu la protèges. Et c'est exactement ce que fait une bonne mère. Ces paroles ont apaisé quelque chose en moi qui était encore incertain. Je n'étais pas cruelle ou vindicative. J'étais une mère, plaçant le bien-être de mon enfant au-dessus des exigences de personnes qui n'avaient jamais mis le mien en premier. À cette époque, j'ai aussi commencé à écrire. Ma thérapeute avait suggéré de tenir un journal comme moyen de traiter tout ce qui s'était passé, mais je me suis retrouvée à écrire quelque chose de plus structuré. J'ai documenté chaque souvenir que j'avais du favoritisme, de la manipulation, des façons dont mes parents avaient encouragé les pires comportements de Véronica tout en me punissant pour des infractions mineures. L'histoire est devenue plus longue que prévu, s'étendant sur près de 40 pages lorsque j'ai terminé. La relire était douloureux, mais aussi validant. Je m'étais parfois demandé si j'exagérais, si peut-être les différences de traitement n'étaient pas aussi flagrantes que je m'en souvenais. Mais en voyant tout cela écrit, les schémas sont devenus indéniables. La fois où Véronica a accidenté la voiture de mon père et qu'il lui en a acheté une nouvelle la semaine suivante, alors que j'ai dû payer mes propres réparations de voiture quand quelqu'un m'a heurté sur un parking. La façon dont les anniversaires étaient des productions élaborées pour Véronica, mais de simples dîners de famille pour moi. Les fonds pour l'université qui étaient égaux sur le papier, mais où celui de Véronica avait toujours de l'argent d'urgence supplémentaire disponible tandis que le mien n'en avait pas. J'ai partagé le document avec ma thérapeute, qui l'a lu lors de notre séance suivante. Quand elle a terminé, elle m'a regardé avec une telle compassion que j'ai failli me mettre à pleurer. C'est l'un des cas les plus clairs de dynamique du bouc émissaire et de l'enfant chéri que j'ai rencontré dans ma pratique, a-t-elle dit. La constance de leur traitement est en fait remarquable, à quel point c'est un cas d'école. Pourquoi ont-ils fait ça, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, dit-elle fermement. Ce schéma n'a souvent rien à voir avec les enfants eux-mêmes et tout à voir avec la psychologie propre des parents. Parfois, un parent projette ses propres insécurités sur un enfant tout en vivant par procuration à travers un autre. Parfois, c'est aussi simple qu'un enfant leur rappelant quelqu'un qu'il n'aime pas. Les raisons n'excusent pas le comportement, plus important encore, les raisons n'ont pas d'importance pour ta guérison. Ce qui compte, c'est de reconnaître que cela concernait leur dysfonctionnement, pas ton insuffisance. Ces mots sont devenus un mantra que je répétais chaque fois que le doute s'insinuait. Leur dysfonctionnement, pas mon insuffisance. Je l'ai écrit sur des post-it et les ai mis dans la maison. Je l'ai mis comme écran de verrouillage sur mon téléphone. J'avais besoin de ce rappel constant car les messages que mes parents avaient programmés en moi étaient profonds. Parfois, je me demandais si Véronica regrettait un jour ses choix. Si elle restait éveillée dans sa cellule de prison en pensant à la façon dont elle avait détruit son mariage, sa liberté et sa relation avec moi, pourquoi? De l'argent qui a été dépensé. Une attention qui n'a duré que le temps que ces mensonges tiennent. La satisfaction tordue d'essayer de ruiner le jour de mon mariage. J'ai reçu une lettre d'elle environ 6 mois après le début de sa peine. Mon premier instinct a été de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. La lettre contenait 3 pages d'excuses, de justifications et d'excuses à moitié sincères qui revenaient tout à me blâmer. Elle prétendait que j'avais toujours été favorisée par papa, malgré toutes les preuves du contraire.
Elle insistait sur le fait que sa liaison était la faute de Nathan, qui était émotionnellement distant. Elle disait que le détournement de fonds était nécessaire parce qu'il contrôlait tout l'argent. Elle terminait en me demandant de l'aider à obtenir une libération anticipée et de témoigner en sa faveur en tant que témoin de moralité. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé dans notre cheminée. Je ne lui devais ni pardon, ni soutien, ni rien d'autre. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. James m'a trouvé en train de regarder les cendres plus tard dans la soirée. Tout va bien? Véronica a envoyé une lettre me demandant de l'aider à sortir de prison plus tôt. Il s'est assis à côté de moi, prenant ma main. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je dit simplement. Je ne suis pas responsable de réparer le désordre qu'elle a créé. Je ne suis pas obligé de la sauver d'elle-même. Je suis enfin libre, et je ne renoncerai pas à cela pour personne. Il m'a serré contre lui, et nous sommes restés assis ensemble dans un silence confortable. Par la fenêtre, je pouvais voir le soleil se coucher dans des tons d'orange et de rose. Grace dormait dans sa chambre à l'étage, et la maison était remplie de la paix tranquille d'un foyer construit sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Le jour de mon mariage ne s'était pas déroulé comme je l'avais initialement prévu. Il avait été dramatique, douloureux et explosif. Mais avec le recul, je ne pouvais pas regretter la façon dont les choses s'étaient déroulées. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'être la fille paillasson qui acceptait les mauvais traitements au nom de l'harmonie familiale. C'est ce jour-là que je me suis choisie, moi, mon mari et mon avenir, plutôt que les personnes toxiques qui ne m'avaient jamais vraiment valorisée. La vidéo de l'interpellation de Véronica flottait toujours sur Internet, refaisant parfois surface lorsque quelqu'un la partageait comme un exemple de karma instantané ou de drame familial qui a mal tourné. J'ai arrêté de lire les commentaires ou de suivre le nombre de vues. Ce qui importait, ce n'était pas le nombre d'inconnus qui regardaient ma famille imploser. Ce qui importait, c'est que j'y avais survécu, que j'étais allé de l'avant et que j'avais construit quelque chose de mieux. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Et c'était plus que suffisant.